Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de suivre le programme de la radio et télévision tchadienne. Le 11 août 1960, le Tchad obtenait son indépendance et ce, sans aucune lutte. Le 11 août 2021, le pays va célébrer le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. En 61 ans, qu'est-ce qui a évolué et qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour en parler, ce dimanche, Hindamed Cherif et moi-même, Suleiman Diabo, recevons Dr Mohamed Mey Mohamed, enseignant-chercheur et chef du département d'histoire à l'université de N'Djamena, dans le cadre de l'invité de la semaine. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir M. Suleiman. Tout au long de cette émission, nous allons tenter de faire le bilan des 61 ans d'indépendance de notre pays. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, docteur, faites-nous un bref rappel de la marche du Tchad vers son indépendance. Merci pour cette opportunité me permettant de dire un mot au sujet, n'est-ce pas, de manifestation du 61e anniversaire de l'indépendance du Tchad. À l'image de toutes les colonies d'Afrique francophone, la marche vers l'indépendance du Tchad a constitué tout un processus, aussi bien un processus pacifique qui lui a permis, n'est-ce pas, d'obtenir son indépendance précisément le 11 août 1960. Tout a commencé par les prémices, n'est-ce pas, de l'organisation territoriale et aussi bien administrative, n'est-ce pas, du territoire tchadien. La vie politique nationale du Tchad a commencé avec la Constitution française de 1946, laquelle Constitution essaie d'instaurer l'Union française au détriment, n'est-ce pas, de l'Empire. Cette Constitution a proposé des réformes et aussi bien des changements dans l'organisation territoriale et aussi bien administrative, n'est-ce pas, du Tchad. Elle a introduit ce qu'on appelle la citoyenneté, le droit de vote, et aussi elle a introduit l'Assemblée territoriale. L'autre élément qui entre dans la ligne de compte de la mise en marche, n'est-ce pas, du Tchad vers son indépendance, c'est aussi la loi cadre de 1956, communément appelée la loi de Gaston Defferre. Celle-ci est beaucoup plus conséquente dans l'organisation administrative parce qu'elle a jeté les bases des organes exécutifs, aussi bien législatifs. Elle propose une politique de décentralisation beaucoup plus poussée. C'est ainsi qu'on a, n'est-ce pas, eu le conseil de gouvernement. Nous avons également eu la création ou l'instauration de l'Assemblée locale, aussi bien avec des services fortement décentralisés. Ce qui a permis, n'est-ce pas, à Gabriel Elisette, entre-temps, d'être nommé au niveau local le vice-président, n'est-ce pas, du Tchad. Dans la mesure où, au niveau du conseil du gouvernement, il y avait le chef de territoire qui coiffait l'autorité suprême. Aussi, le référendum de 1958 était un élément fort important dans la mise en route du processus d'accession du Tchad vers l'indépendance, dans la mesure où c'est un référendum qui imposait le vote, c'est-à-dire un vote au sein de l'obtention d'une autonomie au sein de la communauté française. Il fallait choisir un oui ou alors un non. Le Tchad, évidemment, était partant pour le oui et évidemment, il a été déclaré étant indépendant au sein, n'est-ce pas, de la communauté, notamment la communauté franco-africaine, ce qui lui a permis, n'est-ce pas, d'obtenir sa proclamation de la République, notamment le 28 novembre 1958, avec immédiatement, quelques temps après, la formation du gouvernement, n'est-ce pas, de 16 décembre 1958, à la tête desquels on trouvait déjà Gabriel Elisette comme Premier ministre. Au regard, finalement, de la mise en route de tous ces aspects pouvant permettre d'envoyer les États africains vers leur indépendance véritablement libre, il faut relever qu'à l'intérieur, il y avait une forme de multipartisme embryonnaire,
où il y avait une naissance des partis politiques, notamment le PPT-RDA, Parti progressiste tchadien, section du Rassemblement démocratique africain. Nous avons le MSA, le Mouvement socialiste tchadien africain. Nous avons également l'UDT. Nous avons le GIRT, le groupement des indépendantistes et ruraux du Tchad de Gonchomé, Saoulba. En effet, ces différents partis, au niveau interne, animaient la scène politique. Il était question, n'est-ce pas, d'organiser les élections législatives au vu du dispositif déjà mis en place par la loi cadre de 1956. C'est ainsi que les élections à l'interne s'organisaient et dont l'objectif était que le parti vainqueur avait le pouvoir et l'autonomie d'organiser le gouvernement, de former le gouvernement. Alors, dans un laps de temps, c'est-à-dire pour ne pas aller dans les détails, on s'est rendu compte qu'en moins de 2 mois, on a eu affaire à 4 gouvernements successifs. Celui de Gonchemé Saoulba qui a démis le gouvernement de Gabriel Lizette. À la suite, celui de Ahmed Koulamala qui a démis celui de Gonchemé Saoulba. Et évidemment, le PPT-RDA est revenu à la charge avec François Toumbalbaye comme Premier ministre à l'issue, n'est-ce pas, des élections législatives. C'est ce qui a permis à ce que François Toumbalbaye soit à la fois Premier ministre, n'est-ce pas, du quatrième gouvernement du Tchad, autant pour moi. Et il a eu cette possibilité et la chance de conduire le Tchad vers son indépendance ce jour 11 août 1960. La plupart des pays africains ont obtenu leur indépendance en 1960. Quel sens donnez-vous au mot indépendance pour un pays colonisé comme le nôtre? De toutes les manières, lorsqu'on se situe dans le contexte colonial proprement dit, l'indépendance renvoie à la libération des États africains du joug, n'est-ce pas, de la colonisation. Cela dit, c'est une possibilité, c'est le droit de figurer dans le concert des nations. C'est le droit des peuples africains de disposer d'eux-mêmes dans leurs différentes formes d'organisation sociale, politique, économique, aussi bien culturelle. C'est aussi le droit de choisir sa voie. Le docteur, en jetant un regard rétrospectif sur le passé, qu'est-ce que vous reprochez à l'indépendance du Tchad? François Ngarta Tombalbaye a-t-il mal géré les premières années des indépendances? Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on s'enlise dans un interminable conflit tchado-tchadien? Le bilan pour l'indépendance est tout à fait net et d'avance, il n'est pas satisfaisant. Les leçons ont été tirées, les perspectives ont été déjà projetées dans la logique de voir comment mieux faire à l'avenir, à la mesure où le bilan ne paraît pas tout à fait satisfaisant. Pour le cas du Tchad, ce qu'on peut reprocher à l'indépendance, c'est que, et c'est d'ailleurs de l'avis de beaucoup des hommes politiques tchadiens d'antan, l'indépendance n'était pas tout à fait indiquée. Pas indiquée dans le sens où, autour des jeux politiques organisés par le multipartisme embryonnaire dont je faisais allusion tout à l'heure, il y avait une sorte de guerre de positionnement politique. Il y avait une sorte de leadership politique. Il y avait une sorte, n'est-ce pas, de dissension et de clivage politique au sein des acteurs politiques nationaux. Alors, le climat, plus ou moins, n'était pas beaucoup plus prédestiné à envoyer le Tchad vers l'indépendance parce qu'il fallait des préalables. Les préalables dans le cadre, n'est-ce pas, d'asseoir une cohésion sociale, les préalables dans le cadre, n'est-ce pas, de définir une solidarité, de faire une unité de fer permettant à ce que les acteurs politiques tchadiens d'antan peuvent avoir le même regard dans le souci, n'est-ce pas, du devenir politique, n'est-ce pas, du pays. Donc, ce qu'on peut reprocher de l'indépendance à l'instant T, c'est qu'évidemment, il fallait nécessairement ces préalables pour que l'indépendance soit véritablement octroyée dans la logique, n'est-ce pas, de jouir, évidemment, de ce qu'on appelle indépendance. Bien, au sujet des conflits interminables sur la guerre tchado-tchadienne,
Ce qu'on doit retenir, c'est que les Tchadiens doivent être conscients dans la logique d'encaisser la première responsabilité au sujet, n'est-ce pas, du conflit tchado-tchadien. Figurez-vous, il y avait déjà autour du voisinage du Tchad des pays qui accueillaient les mécontents, les compatriotes mécontents, sous forme de rebelles et aussi bien sous forme de groupuscules armés logés dans leurs pays respectifs qui ont nécessairement bénéficié du soutien logistique, aussi bien du soutien financier. C'est ce qui n'a pas permis à l'interne, à la jeune République du Tchad, entre-temps, de permettre d'asseoir les bases d'un État véritablement soudé, les bases d'un État regardant vers l'avenir, les bases d'un État pouvant déjà essayer d'expérimenter et de mettre en œuvre les valeurs de développement national. Docteur, l'indépendance est perçue par certains compatriotes comme un cadeau empoisonné. 61 ans après l'indépendance, nous tergiversons. Est-ce dire qu'on n'a pas suffisamment investi dans l'homme? Madame Inda, investir dans l'homme au sujet de l'indépendance, évidemment, il y a eu cet investissement. Ce que nous pouvons retenir, l'indépendance ne peut en aucun moment être un cadeau empoisonné. C'est une logique. Au regard du contexte international, aussi bien au regard du contexte national, il y a toute une procédure qui traduit et qui explique les modalités selon lesquelles le Tchad a véritablement acquis son indépendance de manière pacifique par rapport à certains pays qui n'ont pas eu cette chance d'obtenir cette indépendance comme nous l'avions obtenu. Lorsqu'on se réfère au cas algérien, bien évidemment. Les opinions peuvent être diverses à ce sujet, mais au bout du compte, on peut toujours retenir que l'indépendance est quelque chose, pour le Tchad, est quelque chose de mérité. L'indépendance pour le Tchad est quelque chose de construit dès le départ. Et évidemment, ça ne peut pas constituer un cadeau empoisonné comme les gens en parlent, de mon point de vue. On se rend compte que quand Balba était aux affaires depuis 1960, au Tchad, on n'avait que 4 grands lycées. Il y avait le lycée Ahmed Mangué de Fort-Archambault de la Piazza. Il y avait le lycée franco-arabe d'Abéché. Il y avait le lycée Jacques Moudeina de Bongor. Et il y avait le lycée Félix Eboué de Fort-Lamy, actuel N'Djamena. Chemin faisant, dans le cadre d'investir à l'homme, comme vous avez tant souhaité, Toumbalbaye a créé 16 collèges d'enseignement généraux, les établissements d'enseignement secondaire, partout sur l'étendue du territoire, à Baïboukoum, à Mouissala, à Doba, à Pala, à Léré, à Moussoro, à Mongo, un peu partout. Il a également procédé à la création des écoles de formation. Nous avons notamment l'école de police, section gardien de la paix. On a l'école de police, section inspecteur. Nous avons l'école nationale d'administration. Nous avons également l'institut zootechnique vétérinaire. Et bien au-delà de ces écoles professionnelles, il y a également eu la création de l'université du Tchad, l'actuelle université d'N'Djamena, en 1971. Ce sont autant les bases, n'est-ce pas, des jalons d'une bonne éducation. Les jalons ont été déjà déposés les premières années de l'indépendance du Tchad, sauf que la période tumultueuse de l'après-coup d'État de 1975 jusqu'à début 82-1989, il n'y a pas eu une véritable relance des jalons déposés par les pères de l'indépendance. Ce qui fait que cette période de troubles politiques n'a pas permis à ce que les choses soient assurées de manière conséquente pour que l'éducation, à l'image des pays
de la sous-région, au Tchad puisse mériter toutes ces lettres de noblesse. Mais à ce niveau, il faut déjà comprendre que, en réalité, les jalons ont été déjà déposés dès l'indépendance. Bien au-delà de cet aspect, vous allez aussi comprendre dans un autre paramètre que, au plan du développement national, les jalons ont été également déposés. Au cours de nos travaux, nous sommes tombés sur des documents relatifs à un accord cadre signé entre le président Ahidjo du Cameroun et le président Tombalba. C'est un accord de Moundou de 1973 qui prend en compte toutes les questions de développement du Tchad, en accord avec le Cameroun. Si aujourd'hui nous voyons la construction, le bitumage de l'axe Moundou, frontière Cameroun, si nous voyons aujourd'hui la construction du pont Guéli, si nous voyons l'extension du chemin de fer de Yaoundé en Gaoundéré, c'est pour essayer de désenclaver le Tchad. Si nous voyons aujourd'hui les commissions paritaires, les commissions ferroviaires et aussi les commissions chargées des questions d'énergie entre le Tchad et le Cameroun, c'est autant de jalons au plan du développement qui ont été posés par le régime de la Première République. Et comme l'administration, on a tradition de dire, est une continuité, nous avons constaté qu'effectivement, le régime actuel a pu s'accaparer de ces projets dans la logique de leur réalisation effective. Donc, plus ou moins, les jalons, de mon point de vue, ont été posés. Le docteur, en 60 ans, après l'indépendance, la corruption, la pauvreté, la non-effectivité de l'unité nationale, la non-diversification de l'économie, etc., sapent les efforts de nos dirigeants. Alors, et que faire, selon vous? Au sujet de la corruption, nous pouvons dire que c'est quand même un mal qui gangrène notre société. Et tant qu'on n'arrive pas déjà à se surpasser dans la logique d'extirper cette corruption dans notre quotidien, dans notre manière de gérer, dans notre manière de faire, il sera un peu difficile de réussir nos différents projets. L'IGE a un rôle absolu à jouer dans la logique de freiner et voir au besoin arrêter la corruption pour permettre à ce que nos différentes réalisations et nos projets soient effectifs. Il y a également la justice qui doit jouer un rôle fondamental dans la logique d'appliquer les textes au besoin. Parce que lorsque le citoyen, face à une infraction, est donc puni, et s'il y a des exemples palpables, je crois que ça va quand même arrêter l'engouement de ceux qui se versent, évidemment, dans cette pratique qui n'est pas de nature, à pouvoir permettre à ce que nous puissions faire aboutir nos différents projets. Au sujet de la pauvreté, comment réussir pour éradiquer un peu cette question de pauvreté? Je pense que nécessairement nous devons faire recours à ce que je qualifierais la politique du développement local. Qui dit politique du développement local voudrait dire qu'il faut aller dans une perspective d'une question de développement où, sur l'ensemble du territoire national, le Tchadien, où qu'il soit, où qu'il se trouve, il ait accès au minimum vital. Il doit avoir accès à l'eau, il doit avoir accès à l'électricité, il doit avoir accès à l'éducation, il doit également avoir accès aux soins. Tant qu'on n'arrive pas à asseoir ces bases, ceci ne nous permettra pas honnêtement de répondre aux questions, n'est-ce pas, de la pauvreté. Et de facto, cela va freiner déjà cet afflux vers les centres urbains pour réduire les questions de l'exode rural, bien entendu. Alors, il faut nécessairement prioriser et rendre effective la politique du développement local dans la logique d'amoindrir la question de la pauvreté. Il est difficile pour un État de parler d'une unité absolue. Une unité absolue. Ce qui veut dire que le reliquat aujourd'hui au Tchad qu'on observe sur la base de la question d'unité nationale est aussi important. Parce que de tout temps,
les Tchadiens des uns et des autres se sont toujours sentis unis. Lorsque vous faites des projections, des études beaucoup plus sociologiques à l'intérieur des villes, tout comme à l'intérieur des quartiers, vous allez trouver que les gens vivent en parfaite harmonie. Mais nous devons toujours prendre garde. Et l'État doit toujours prendre garde dans la mesure de maintenir, entretenir et protéger la question, n'est-ce pas, de l'unité nationale, parce que c'est quand même à partir de cette unité nationale qu'on se sent unis et à partir de cette unité nationale qu'on espère quand même faire développer le pays. Au sujet de diversification de l'économie, il faut déjà comprendre que nos principales ressources de revenus, le pétrole, l'agriculture et l'élevage. À ce sujet, avec la manne pétrolière, on pourrait bien essayer de tenter de diversifier l'économie en créant des industries locales dans la logique de permettre de répondre aux problèmes de chômage et aussi bien dans la logique de participer à l'élévation de l'indice du développement économique. Ce qui veut dire que si déjà ces ressources, au-delà du fait que ça irrigue aussi le bien-être social des employés, etc., pourraient évidemment servir dans le cadre des investissements. Nous avons également le problème des petites et moyennes entreprises, aussi bien les petites et moyennes industries, où à ce niveau, la politique de la fiscalité de l'État doit être beaucoup plus favorable pour que ces investissements soient permanents et aussi étendus dans divers domaines pour alléger les questions du chômage et aussi répondre aux questions, n'est-ce pas, de la pauvreté. Ce qui est le plus marrant, c'est qu'ailleurs nous voyons l'action conséquente, n'est-ce pas, des hommes d'affaires. Mais ici chez nous, la question de la thésaurisation au Tchad, elle est tout à fait réelle. Nous interpellons autant ces hommes d'affaires à penser aussi aux questions de développement local, dans la logique de répondre aux problèmes d'emploi et dans la logique de répondre aussi bien aux problèmes, n'est-ce pas, de la diversification de l'économie, permettant ainsi à ce que notre indice de développement local soit aussi élevé. Le modèle de démocratie occidentale imposé aux pays africains est-il adapté à nos réalités tchadiennes? Madame Inda, je dirais que c'est un modèle bien au-delà du Tchad qui n'est pas adaptable aux pays africains de manière générale. Et les preuves sont palpables. Lorsque nous voyons les grandes démocraties, telles que les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France et que sais-je, il y a eu des préalables dans la construction, la mise en œuvre et l'effectivité de la démocratie. Prenons simplement le cas de la France. La France de 1890 au-delà n'est pas la France de 1890 à nos jours. Du fait que, évidemment, ils ont eu à régler le problème de la nation, ils ont eu à régler, à atterrir véritablement sur ce qu'on appelle État, afin de pouvoir installer la démocratie. Plus ou moins, c'est effectif et ça marche dans ces différents pays. Pour le cas de l'Afrique en général et du Tchad en particulier, qui est le cas, nous constatons que nous faisons face à une question d'État-nation. Nous ne sommes pas encore véritablement arrivés à la construction de la nation. Qui dit nation voudrait bien voir un peuple uni devant un destin commun. Un peuple qui est déterminé devant les mêmes objectifs pour lesquels il songe élever son niveau de vie et aussi bien le niveau du développement. Donc, ces préalables auraient dû être faits au niveau de l'Afrique afin de pouvoir songer à l'instauration, n'est-ce pas, de la démocratie. L'absence de la nation, l'absence de l'État, la situation de l'État-nation en Afrique, de facto, a intronisé, je me permets le terme, davantage, ces
une question de discorde nationale, une question de désunion, une question de dissension. Ça n'a pas permis à ce que nous puissions avoir cette unanimité, cette homogénéité politique, économique, culturelle, sociale, nous permettant également d'être unis afin de pouvoir instaurer le modèle démocratique. Donc, le modèle démocratique en Afrique et aussi bien au Tchad, installé dans les contextes pareils, il est difficile qu'on puisse quand même dire que ceci peut être favorable à nos réalités locales. Je crois quand même que le modèle n'est pas tout à fait indiqué. Il n'y a pas eu de préalable comme on l'a constaté au niveau des grandes puissances aujourd'hui qui ne souffrent pas beaucoup d'ambiguïté, d'effectivité, n'est-ce pas, de l'exercice démocratique dans leur pays, dans les différents pays. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous constatez sur l'ensemble de l'Afrique centrale, le problème de l'alternance politique est tout à fait évident. Si déjà on était une nation, aussi bien un État, peut-être que l'exercice démocratique pourrait nous éviter permettre d'éviter ces genres, n'est-ce pas, de déviations des pratiques politiques et mettre en œuvre véritablement la question de l'exercice démocratique. Quel sera votre message à ceux des Tchadiens qui, après 61 ans d'indépendance, continuent de faire entièrement porter la responsabilité des échecs aux colons? À ce niveau, il faut se dire que nous, les Tchadiens, nous devons nous regarder dans le miroir. Dans la logique de chercher à comprendre qu'après 61 ans d'indépendance, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a réussi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment on peut faire pour améliorer notre situation? Le fait de léguer entièrement la responsabilité aux autres, notamment aux colons, de l'échec, de notre échec, n'est pas tout à fait logique. Nous en sommes les premiers responsables. À ce sujet, nous devrions être conscients dans la logique de prendre en main nos propres réalités, dans la logique d'être à la hauteur de pouvoir gérer notre propre destinée. Je rappelle que Dr Mohamed Mey Mohamed, enseignant-chercheur et chef du département d'histoire à l'université de N'Djamena, a été reçu dans le cadre de votre rendez-vous hebdomadaire invité de la semaine. Avec lui, il était question du 61e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez suivi les réponses au cours de cette émission. Souleymane Diabo et moi-même, Hinda Ahmed Cherif, serons très heureux de vous retrouver dimanche prochain pour le nouveau numéro de l'invité de la semaine. Et ça sera, Inch'Allah, avec le même plaisir. Bonsoir.